amis téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, où nous reçoit M. Roch Kaboré, ancien Premier ministre et président du mouvement pour le progrès du MPP. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Je dois vous appeler comment? Monsieur le Premier ministre ou M. le Président? Non, je suis président du parti, donc c'est bien de m'appeler M. le Président. En tout cas, merci de recevoir News TV au siège de votre parti ici à Ouagadougou. Monsieur le Président, vous avez été en 89 ministre du Transport, en 92 député, en 94 Premier ministre. Et en janvier 2014, vous démissionnez du gouvernement et du CDP. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dois dire que nous sommes depuis 1989, l'avènement du Front populaire, on a été membre du gouvernement pendant plusieurs années. Et j'ai été jusqu'en 2012 président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En même temps, je dois signaler que pendant près d'une douzaine d'années, j'ai assumé également la direction du parti qui s'appelait le Congrès pour la démocratie et le progrès. Mais au fil du temps, les contradictions majeures sont nées au sein du parti. Ce sont des contradictions qui étaient d'abord relatives à la tentative de modification de l'article 37 d'une part. Deuxièmement, à la malgouvernance, également aussi bien politique, économique et sociale qui existait dans le pays. Et enfin, sur la mise en place donc, du Sénat. Ces discussions que nous avons menées pendant, je dirais, l'année 2012 n'ont pas permis de trouver des solutions. Ce qui nous a amenés à assumer nos responsabilités en quittant le 4 janvier 2014, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et de décider, avec quelques membres du bureau politique donc, de l'ancien CDP, de créer ce que nous avons appelé le mouvement pour le progrès, qui aujourd'hui n'a que, disons, 1 an et quelques mois d'existence. Sinon, comment est-ce que vous avez vécu les événements du 30 et du 31 qui ont conduit à chiquer de votre ancien collaborateur, M. Georges, M. Blaise Compaoré? Disons que, comme il fallait s'attendre, l'entêtement à vouloir coûte que coûte modifier l'article 37 nous a amené donc à cette situation. Vous savez très bien que pendant longtemps, plus d'une année, le peuple burkinabé s'est exprimé à travers des marches, des meetings, les partis politiques, la société civile, pour dire qu'il était suicidaire de tenter de modifier l'article 37. Malheureusement, et le Congrès pour la démocratie et le progrès et le président Blaise Compaoré se sont entêtés en voulant faire passer cette modification à l'Assemblée nationale. Et il fallait s'attendre à cela, puisque on allait tout droit dans le mur, le peuple a montré son exaspération, a réagi, ce qui a entraîné le départ du président Blaise Compaoré. Je pense que c'est quelque chose qui était prévisible. Comme on disait, la situation était telle que soit ça passait, ou ça cassait. Bon, je trouve que ça a été dommage d'avoir choisi la voie de la casse, parce que finalement, le président Blaise Compaoré aurait gagné à terminer tranquillement son mandat et à partir. Je crois que nos chefs d'État, de façon générale, n'ont jamais su tirer cet enseignement, puisque lui-même avait déjà dit au président Tanja, en voulant modifier la Constitution, il allait tout droit au mur. Et il a pris le même chemin. Mais avec du recul, M. le Président, quel bilan vous faites de l'hier sur les 27 ans de gouvernance? Nous avons dit que pour nous, nous ne pouvons pas passer en perte de profit leur contrôle. Il y a certainement eu des progrès sur différents domaines, aussi bien au plan de la démocratie, au plan, je dirais, économique et au plan également du développement social. Mais je pense que l'usure du pouvoir a fait qu'il y a commencé à avoir des dérives. Et ces dérives, justement, ont amené le pays à aller vers une solution qui était une solution qui n'est pas appréciée par le peuple burkinabé. C'est-à-dire que désormais, toutes les activités étaient menées autour d'un clan d'amis, de la famille, etc.
au lieu d'intérêt général. Je crois que c'est ça qui a été dit à la base. C'est pourquoi nous avons toujours dit que si le président Blaise Compaoré a accepté de partir en 2015, comme c'était prévu par la Constitution, une part, il devait sauvegarder tous les acquis qu'il a portés pendant 20 ans au pouvoir, mais il aurait également été honoré du fait qu'il est le premier chef d'État à transmettre le flambeau à un nouveau président de Burkina Faso, car comme vous le savez, depuis fort longtemps, nous avons eu cette succession de coups d'État qui n'ont pas permis à ce que cette passation se fasse de façon démocratique. En tout cas, après le temps de l'Union sacrée, face à M. Compaoré, vient inévitablement de la compétition. Quelle question entre vous allez dire? Pour nous, au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, nous avons estimé que nous avons été alliés hier dans un combat commun. C'est normal, nous sommes dans une compétition électorale que chacun, évidemment, se bat pour sa chapelle, mais nous avons souhaité que cette campagne se mène sous le sceau véritablement de la défense des programmes. Parce que nous devons éviter justement, parce que nous étions alliés hier pour une même cause, de nous confondre de façon, je dirais, déraisonnable. C'est pourquoi nous avons, avec tout le respect que nous devons aux uns aux autres, nous avons demandé à chacun que nous fassions cet effort de nous battre sous nos programmes, de manière à ce que le peuple burkinabé puisse choisir ceux ou celles qui seront demain à la tête du pays. Est-ce que vous voyez votre signe pour la bataille de M. Compaoré? Est-ce que vous avez des nouvelles? Disons que non, pas du tout. Nous avons des nouvelles à travers les journées. Et à travers également les déclarations des militants qui ont fait presque le progrès qui sont à la apparemment, je vois bien, donc c'est l'essentiel. En tout cas, le docteur raconte que justice soit faite sur la mort de Sankara et de Norbert Zongo et bien d'autres à nous. Ce sont les deux grands leaders qu'on connaît. Vous, en tant que leader politique, quel est votre sentiment sur ce événement? Notre position a été toujours la même. Nous estimons qu'il faut, si cela va amener plus de vérité et plus de justice, réouvrir ces dossiers de manière à ce que, si nous avons des éléments nouveaux, nous puissions faire progresser ce dossier. Parce que ce sont des dossiers qui resteront toujours dans les tiroirs des Burkinabés et qui ne seront jamais dépassés. Alors, pour notre part, nous nous sommes déjà exprimés sur la question en disant que l'État, parce que c'est des questions qui intéressent non seulement les familles des intéressés, mais qui intéressent tous les citoyens burkinabés. Et parfois même au-delà des citoyens burkinabés, des citoyens qui avaient Sankara comme idole ou Norbert Zongo comme un journaliste de mérite, il est bon que l'État s'investisse pour que, autant que possible, nous puissions faire la lumière sur cette dossier. Parce que, comme on dit, nous ne pouvons nous réconcilier nous-mêmes avec notre histoire que quand nous avons la vérité sur ces questions-là. Donc, c'est un passage qui est nécessaire, difficile certainement, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que certainement on pourra également se pardonner sur un certain nombre de questions qui sont posées. Bien, Monsieur le Président, vous n'avez pas l'impression que le RSP, l'ancien cadre présidentiel, n'a plus la sonnette? Là également, nous avons dit que notre point de vue est simple. Le RSP, en tant que régime de sécurité présidentielle, doit être restructuré. L'armée doit être unifiée. On ne doit pas avoir le sentiment que nous avons une armée à toute vitesse. Deuxièmement, le président du FASO avait une commission de travail qui est en train de plancher sur ces différentes questions et je pense qu'au terme de ces travaux, des solutions doivent être trouvées parce que nous devons avoir une armée dans laquelle nous avons des spécialistes de lutte contre le terrorisme, nous avons un certain nombre d'unités qui sont spécialisées dans différents domaines, mais qui relèvent tous de la même hiérarchie et du même contrôle. Le second aspect, c'est que le RSP, parce qu'on l'intitule
régiment de sécurité présidentielle donnait toujours le sentiment que finalement c'est un corps qui a été mis en place pour défendre le chef de l'État, ce qui en matière démocratique n'est pas acceptable. C'est pour cela que le fait qu'il soit installé derrière la résidence du président confirme aux yeux des citoyens cette disposition. Donc, il y a deux choses d'État à faire. Premièrement, il faut la restructurer. Deuxièmement, il faut la délocaliser. De manière à ce que nous rentrions dans une ère, je dirais, où la présidence est assurée de manière démocratique et conforme à l'État de droit. Nous étions hier à un colloque sur la révision de la Constitution qui a été organisé par l'ENAM, voilà, où c'était un éminent constitutionnaliste souhaitait qu'il, au niveau du changement de la Constitution, souhaitait même une constitution ou alors un régime parlementaire. Alors, quel est votre sur ça? Nous pensons simplement que toutes les discussions qui concernent la Constitution ne peuvent être menées valablement que par un régime issu des votes. Et je crois qu'un des aspects essentiels que nous devons avoir en tête, c'est que cette Constitution que nous avons adoptée depuis 1991 a atteint également ses limites objectives et nous a montré l'ensemble de ses défis. De ce point de vue-là, ce qui est important, c'est que nous devons noter que la Constitution de Burkina Faso ne doit plus favoriser l'omniprésence et l'omniscience du président de Faso. Nous devons avoir des contrepoids au niveau aussi du législatif et pour permettre effectivement à ce qu'il y ait un équilibre de pouvoir qui permette effectivement au président de ne pas prendre des décisions de façon unilatérale, que ce soit pour les nominations, que ce soit les relations entre les différentes institutions. Je pense par exemple à tout ce qui est contrôle d'État, etc. Ça doit être des questions qui sont soumises au Parlement. Parce que là, on a une meilleure visibilité et aucun dossier à ce moment-là ne resterait dans un tiroir. Et il est évident que c'est un certain nombre de réformes, certainement qu'il faut revoir, mais la Constitution de 1991, il est clair que, évidemment, elle doit être revue. Et lorsque nous parlons de système parlementaire, je pense que nous ne parlons pas de système parlementaire intégral, tel qu'il se pratique en Angleterre, etc. Mais le rôle du Parlement doit être encore un peu plus renforcé. En tout cas, Président, la CENI a lancé depuis le 3 mars et ce jusqu'au 18 mai une campagne de révision exceptionnelle de la liste électorale. Pensez-vous que le délai de 12 mois que s'est donné la transition pour organiser les élections est tenable? Nous sommes obligés de tenir ces délais parce que vous savez très bien qu'au départ, on voulait ramener avec les décisions de la communauté internationale ces délais à 6 mois. Après plusieurs discussions, nous sommes arrivés à ce que nous retenions le délai de 12 mois. 12 mois c'est court, mais il est plus qu'urgent de revenir à l'état de droit. Et c'est ça qui est important. Plus nous restons, je dirais, dans la transition, plus les risques sont importants. C'est pour cela que les autorités de la transition se battent en tout cas pour que la date du 11 octobre puisse être respectée et c'est ainsi que la CENI a commencé à faire le recensement. C'est sûr qu'on ira au pas de charge, mais je pense que c'est incontournable. Et vous savez que toutes les discussions qui ont été menées, on voulait d'abord que ce soit les présidentielles, après les législatives, mais aujourd'hui on est obligé de faire une élection qui sera en même temps l'élection présidentielle et législative. Alors, donc c'est pour dire que toute la classe politique, aussi bien ceux de la transition, nous nous plions à ce devoir absolu qui est que nous devons faire en sorte que le 11 octobre, nous allons faire cette élection et que, en tout cas, d'ici la fin de l'année, le nouveau chef d'État élu assume ses responsabilités, y compris également à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous du vote de Burkina Faso?
Ben, vous savez, le vote des Burkinabés à l'étranger a fait l'objet d'une discussion au niveau du Parlement depuis fort longtemps. Et je dois dire que c'est dommage que cette année encore, les Burkinabés de l'étranger ne puissent pas voter. Parce que je dois signaler que depuis 2005, le président Blaise Compaoré a pris l'engagement que à cette élection, les Burkinabés de l'étranger votent. En 2010, ce n'était pas fait. Et cet engagement a été repris encore. Et en 2015, ça ne se fait pas encore. Parce que simplement, tout ce temps-là, le gouvernement n'a pris aucune disposition qui permette non seulement aux Burkinabés de l'étranger, mais également de rapprocher les bureaux de vote des Burkinabés. Alors, il est évident qu'en 12 mois, dans un pays où on ne connaît même pas le nombre de personnes que nous avons dans chaque État voisin, il est difficile de recenser les gens. Parce que la base première, c'est de savoir combien de personnes nous avons en Côte d'Ivoire, combien de personnes nous avons au Bénin, etc. Or, aujourd'hui, tantôt vous attendez que nous sommes 4 millions en Côte d'Ivoire, tantôt nous sommes 7 millions. Donc, face à l'ensemble de ces difficultés, je pense que la décision a été sage de dire que tout en admettant le principe que les Burkinabés de l'étranger doivent voter, ils ne pourront pas voter cette année. Et j'espère qu'après cette élection, en tout cas si ce qui nous concerne, les dispositions seront prises le plus rapidement possible pour procéder à ce recensement et permettre aux Burkinabés, en tout cas en 2020, d'être des acteurs du choix du président de façon. Quelle est la première mesure ou la première décision que vous prendrez si vous êtes élu président de la République? Disons que nous avons dit que pour nous, nos priorités sont d'abord dans la nécessité de faire en sorte de réconcilier les Burkinabés pour qu'ensemble nous nous mettions au travail. Parce que vous savez que chaque fois que vous êtes dans une transition, qu'on le veuille ou non, la transition a toujours des difficultés dans la mesure où chaque parcelle, chacun des citoyens dans son organisation estiment qu'il y a une parcelle de pouvoir qu'il exerce. Donc évidemment, ça fait qu'aujourd'hui, sur le plan de l'activité du travail au Burkina Faso, on peut considérer qu'il y a une baisse de régime. Et il est nécessaire qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Parce que le Burkina Faso n'a pas beaucoup de ressources. Et il jouit, je dirais, du labeur des hommes qui composent le pays. Et c'est un rythme qu'il ne faut pas lâcher. Parce que si nous le lâchons, je pense que nous allons vraiment toucher le feu. Et c'est pour ça que nous appelons en tout cas à tous les Burkinabés, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient au pays, à rester surtout unis et surtout à travers ce que vraiment nous puissions tourner un peu plus la page du passé pour nous tourner vers l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, M. le Président. Merci d'avoir reçu News TV ici aussi à la partie politique. En tout cas, nous sommes enchantés de vous avoir connu également. Nous souhaitons en tout cas un bon vent et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Amis téléspectateurs de News TV, nous étions avec M. Roche Kaboré, président du MPP, voilà, depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup et à très bientôt pour notre émission. Au revoir.